Après le financement d'une campagne présidentielle suspectée d'irrégularité, le président Emmanuel Macron et son parti sont à nouveau pointés du doigt dans le cadre de la campagne des élections européennes. Maître Régis de Castelnau nous donne son sentiment sur ces scandales. Mounir Majoubi, Rachida Dati, les candidatures à la mairie de Paris s'enchaînent pour ravir le trône d'Anne Hidalgo. À un an du scrutin, tout paraît encore possible. Alors que la lutte contre le terrorisme bat son plein, les institutions européennes et les États membres mettent en place une batterie de mesures de surveillance et de fichage. Sous couvert de sécurité, la liberté des citoyens et la vie privée des Européens se voient de plus en plus piétinée. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron aime les campagnes électorales, mais il n'aime pas vraiment les payer. Alors que les comptes de campagne de son parti pour l'élection présidentielle faisaient déjà débat, c'est à présent sa campagne des européennes sous couvert de grands débats nationaux qui pose problème. Notre analyse avec Maître Régis de Castelnau, Olivier Frère-Jacques. Le parquet de Paris ne poussera pas plus loin les investigations dans l'examen des comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Saisi par la commission des comptes de campagne et des financements politiques, le parquet fait donc la sourde oreille. Une enquête avait été ouverte en novembre 2018 pour de possibles irrégularités de financement. 4 donateurs seulement étaient mis en cause, alors que 84 étaient mis en cause pour une somme avoisinant les 150 000 euros. Mais finalement, le parquet estime que les 4 individus visés ont fait preuve d'une absence de mauvaise foi. Les versements en question concernaient des montants 2 fois supérieurs au plafond maximal de 4 600 euros. Élément intéressant, parmi ces 3 personnes, 3 résident au Royaume-Uni et 1 aux États-Unis à New York. En revanche, la question des remises dont aurait bénéficié En Marche n'a pas été examinée. Des rabais limités légalement à 20% du tarif initial et qui sont allés jusqu'à 75% pour la location du Théâtre Saint-Antoine à Paris notamment, ou dans une moindre mesure à 30% dans un contrat avec Nation Builder, une boîte à outils logicielle pour préparer l'élection. Des rabais qui constituent un scandale total pour l'avocat Régis de Castelnau. On est dans le scandale total. Je souris parce que à ce niveau-là, c'est vrai qu'on se dit non mais bon sang, ils sont nos limites quoi. C'est-à-dire que je vais juste prendre un exemple. D'abord en rappelant le contexte juridique, l'ordre juridique dans lequel se déroulent ces campagnes. Depuis la loi de 90, le montant des dépenses d'une campagne électorale est plafonné et qui peut abonder ces campagnes, qui peut payer les partis, qui peut payer aider les candidats, c'est tout à fait réglementé. Et en particulier par une règle tout à fait fondamentale qui est l'interdiction des dons des personnes morales, privé ou public, c'est-à-dire qu'une société ne peut pas financer une campagne électorale, et si jamais il y a un financement indirect, c'est-à-dire par exemple je mets à votre disposition une salle gratuitement, eh bien le montant de la location de la salle doit être réintégré au compte de campagne, ce qu'il fait monter bien sûr, et ensuite la liste est sanctionnée parce que ce sera un don interdit d'une personne morale, c'est un cadeau d'une entreprise. C'est pour ça que quand M. Castaner avait dit « Ah oui, on a bien négocié avec J.L. Evans pour la campagne présidentielle de 2017 », c'était une énormité. C'est interdit de faire des négociations commerciales. Mais les petits arrangements de la campagne présidentielle n'ont pas suffi au camp présidentiel et La République En Marche semble en passe de se payer une deuxième campagne à l'œil, aux frais de l'État cette fois-ci. En effet, avec le dit grand débat initié par Emmanuel Macron, La République En Marche bénéficie d'une véritable tournée gratuite dans toute la France avec une couverture médiatique de premier ordre. On assiste à une campagne payée par l'État. Vous avez un soi-disant grand débat, des ministres y participent et vous avez Madame Buzyn qui vient à animer un grand débat, payé par l'État, aux frais de l'État, salle louée par l'État, gens amenés par l'État, etc., etc. Ça fait une petite fortune quand même. Et Madame Buzyn, c'est un film qui le démontre, dit « Voilà, il faudra voter pour nous ». Et 8 jours après, on apprend qu'elle sera probablement tête de liste de l'REM. Donc, l'État a financé la campagne de Madame Buzyn. Par conséquent, d'ores et déjà, ces élections sont frappées d'illégalité. Seront-elles frappées de nullité? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une procédure devant le Conseil d'État après les élections. Mais d'ores et déjà, dans le silence du CSA, dans le silence, parce que tout ça est répercuté sur les télévisions, dans le silence de la Commission nationale des comptes de campagne, présidée, rappelons, par M. Logereau, qui n'avait rien trouvé à dire à la campagne de Macron en 2017 et qui ensuite a été augmentée dans ses revenus de 57%, eh bien, cette commission des comptes de campagne présidée par ce M. Logereau est toujours muette. Alors que là, cet exemple-là, si vous voulez, il est absolument imparable.
On peut discuter et dire, voilà, quand c'est M. Macron qui vient, est-ce que ça fait partie de la campagne? Moi, je pense que oui, mais ça peut provoquer un débat devant un juge. Mais le meeting organisé par Mme Buzyn, bien évidemment, il est illégal et tous les coûts doivent être réintégrés au compte de campagne, sinon ils sont irréguliers. Des comptes irréguliers qui ne laissent pas l'opposition de marbre. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a ainsi adressé un courrier au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, François Laugereau, afin que les réunions publiques du grand débat soient intégrées, comme le suggère Régis de Castelnau, au compte de la campagne de La République En Marche. Qui remportera le trône parisien à un peu plus d'un an des élections municipales? Les candidats à la mairie de Paris sortent du bois. Après Rachida Dati, Mounir Majoubi a également annoncé sa candidature. Le scrutin s'annonce plus que jamais indécis. Ça se bouscule au portillon parisien, alors qu'Anne Hidalgo avance progressivement ses pions pour tenter de conserver son siège à la mairie de Paris. De nombreuses autres personnalités politiques ont affiché leur ambition de briguer l'hôtel de ville de la capitale. Chez les Républicains, Rachida Dati s'est déjà positionnée. Pressenti pour les élections européennes, l'ancien garde des Sceaux a annoncé mardi renoncer à cette échéance électorale pour se consacrer pleinement au municipal de 2020. Si le parti de Laurent Wauquiez affirme que l'essentiel est de battre Anne Hidalgo, l'annonce a reçu un accueil mitigé. En effet, elle n'est pas la seule à droite à rêver de déloger la socialiste de l'hôtel de ville. Son collègue du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, a également dévoilé ses intentions de briguer la mairie en février dernier et le député du 18e arrondissement, ex-LR ayant rejoint le mouvement Agir de Valérie Pécresse, Pierre-Yves Bournazel, prépare également sa candidature. Ainsi, une bataille devrait s'engager alors que la question d'une éventuelle primaire, très onéreuse, n'a pas été abordée. D'autant plus que dans cette partie de poker, l'ancien ministre Rachida Dati semble résolument le candidat le mieux armé pour partir à la bataille. Même son de cloche du côté de la République En Marche. Les difficultés d'Anne Hidalgo ont fait naître des ambitions dans le parti présidentiel. Ainsi, les spéculations vont bon train et le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, a été le premier à annoncer sa candidature à l'investiture LREM pour la mairie de Paris, sans pour autant démissionner de son poste au sein du gouvernement. Une annonce sans surprise alors que le secrétaire d'État avait déjà semé des indices sur ses intentions, affichant notamment des signaux et sa proximité sociologique avec une partie de l'électorat parisien. Pourtant, la prise de position de Mounir Majoubi a de quoi semer la zizanie au sein du parti présidentiel, puisque le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ou encore le député de l'Essonne, Cédric Villani, souhaitent également partir à la conquête de la mairie centrale. D'autant que les tensions sont déjà palpables après la publication d'un sondage commandé par LREM, dans lequel Benjamin Griveaux arrive en tête avec 28% des intentions de vote. Problème, le sondage ne teste que le porte-parole du gouvernement. De quoi froisser les autres candidats marcheurs potentiels. Des incertitudes chez les Républicains, des tensions à la République En Marche. Un schéma idéal pour Anne Hidalgo qui pourrait tirer les marrons du feu. En effet, l'édile socialiste avance cachée et pourrait profiter du désordre ambiant pour se maintenir à la tête de la mairie, en dépit d'une cote de popularité pour le moins désastreuse. Reste également à connaître les ambitions de la France insoumise et du Rassemblement national, même si les deux partis sont loin de figurer parmi les favoris. Fichage, données biométriques, surveillance globale, ces mots qui sentent bon le roman de George Orwell sont en passe de devenir une réalité en France et en Europe. Le législateur a en effet lancé une grande offensive en ce sens sous couvert de lutte contre le terrorisme et de sécurité. Olivier Frère-Jacques. Les libertés individuelles à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme, alors que la menace terroriste plane toujours sur le vieux continent, le législateur, français comme communautaire, avance doucement mais sûrement. Une batterie de mesures nationales et européennes est ainsi mise en place et fait craindre le pire en matière de liberté et de protection de la vie privée. Ainsi, déjà, le 8 avril 2016, un décret signé Manuel Valls permettait la création d'une base de données regroupant les données biométriques, visage, empreinte digitale, nom, domicile, sexe, couleur des yeux, taille, avec pour objectif officiel la simplification des démarches administratives, à savoir la délivrance de cartes d'identité et autres passeports, ainsi que la lutte contre leur falsification et contrefaçon. Sous couvert de maintien de l'ordre administratif ici, on fiche allègrement tous les citoyens. Un fichage administratif auquel s'ajoute un fichage Internet
Plus récemment, c'est un décret du 30 janvier 2019, signé Édouard Philippe, qui autorise le fichage des mineurs isolés étrangers avec collecte de leurs données personnelles et croisement avec d'autres fichiers administratifs, une mesure visant à la protection de leur famille. Une fois de plus, le motif humanitaire est mis en avant, l'argument sécuritaire et la lutte contre l'immigration sauvage sont autant de raisons justifiant ce fichage des personnes. À ces dispositions s'ajoute le 5 février un accord préliminaire sur l'interopérabilité des systèmes d'information au niveau européen. Un accord signé entre la présidence du Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Une démarche qui revient tout bonnement à la création d'une base de données géante regroupant données d'identification alphanumérique et biométrique, à savoir empreintes digitales et images faciales des Européens. Ces informations seront regroupées dans 6 registres et le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne devront approuver officiellement cet accord avant qu'il prenne une valeur légale. Le coût de la base de données est d'environ un demi-milliard d'euros, puis plus de 200 millions d'euros supplémentaires. Les budgets étant déjà adoptés, on imagine mal la machine de surveillance massive faire marche arrière. Et face à ce fichage généralisé, peu de voix s'élèvent, si ce n'est à gauche de la gauche, avec notamment le député européen Marie-Christine Vergiat, Front de gauche, pour qui le motif de prévention des attaques terroristes évoqué pour la mise en place de ce projet n'est pas fondé. Elle dénonce en outre un mélange de lutte contre la criminalité, de terrorisme et d'immigration à des fins de fichage. Et pour cause, les institutions européennes se servent allègrement des attentats comme argument pour faire passer la pilule, à l'image de l'attaque de Berlin pour laquelle il est affirmé qu'un fichage aurait été utile pour arrêter l'auteur qui avait 14 identités dans l'Union européenne. Un raisonnement un peu limite quand on sait que les fichiers S pour terrorisme sont tout à fait libres de circuler et que la surveillance de chaque individu sensible paraît extrêmement complexe. À ces outils législatifs s'ajoute en France la loi programmation militaire de 2019, entrée en vigueur en juillet 2018 et qui touche notamment à la cybersécurité, autorisant l'agence de cybersécurité du gouvernement d'ordonner à un fournisseur d'accès à Internet de poser des sondes sur les réseaux pour analyser le trafic et détecter d'éventuelles attaques. Avec un tel outil, la compréhension de l'opinion et la capacité de réaction de l'État sort renforcée et peut largement dépasser la simple défense des intérêts nationaux pour profiter à des intérêts purement politiques, idéologiques, voire électoraux. Le contrôle d'un juge pour la procédure ne devrait pour sa part rassurer personne. S'agissant de cette loi de programmation militaire, l'association La Quadrature du Net, spécialisée dans la défense des droits et libertés sur Internet, a saisi le Conseil d'État aux côtés d'autres associations, dénonçant la possibilité pour le gouvernement d'analyser de façon automatisée le contenu des communications. L'association étaye sa critique par le caractère indéfini de la surveillance, l'absence de contrôle indépendant et l'absence de moyens de défense pour les internautes. Ce panel national comme européen de surveillance généralisée et de fichage de masse sous couvert de sécurité, voire même de lutte contre des discours de haine, révèle en réalité un fait. Les institutions mettent en place, main dans la main avec les géants du web, un système de surveillance globale. Et quand bien même cette surveillance s'opère d'abord auprès des clandestins, sa généralisation paraît naturelle et pourra toucher n'importe qui avec les excès que cela implique. Une marche vers l'espionnage de tous qui suscitait l'émoi général il y a encore quelques années quand George Bush signait en 2001 le Patriot Act outre-Atlantique, équivaut des critiques à la Chine et ses quelques 170 millions de caméras à reconnaissance faciale. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en France et en Europe, le fichage de tous et l'espionnage permanent est en passe de devenir la norme dans un silence assourdissant. Et on poursuit avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Mercredi, les 28 États de l'UE ont rejeté l'élargissement d'une liste noire anti-blanchiment. Cette liste élargissait le nombre de pays déjà classifiés comme étant à risque, à savoir notamment l'Iran, l'Irak, le Pakistan, l'Éthiopie ou la Corée du Nord. Problème, parmi les petits nouveaux se trouvaient entre autres l'Arabie Saoudite. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont mis en première ligne pour protester contre cette liste afin de ménager leurs relations commerciales avec Riyad, dont le rôle dans le soutien des organisations terroristes demeure pourtant assez problématique. Ce rejet est également un nouveau coup infligé à la Commission européenne à l'origine du document. L'Ailleul retrouve son nom. Mardi, cette commune de l'Aveyron a récupéré l'usage de son nom. L'entreprise L'Ailleul doit pour sa part verser 90 000 € au village. La société avait en effet déposé le nom L'Ailleul en 1993 et pouvait accorder des licences sous le nom L'Ailleul sous ce nom aux entreprises de son choix. 20 entreprises françaises mais aussi étrangères portaient ainsi le nom de L'Ailleul. Mais ce n'était plus le cas de la manufacture du village. La bourgade aveyronnaise avait saisi le tribunal de grande instance de Paris en 2010 pour défendre
reprendre son nom et sa marque de fabrique. Le maire de la commune, Vincent Alazard, s'est réjoui de cette victoire et entend bien permettre de relocaliser une activité artisanale dans son village. Le lundi au soleil, suite à la proposition de la Commission européenne qui souhaite mettre fin au changement d'heure, le gouvernement a demandé aux Français leur avis à l'occasion d'une grande consultation. Résultat, plus de 80% des personnes ayant répondu au questionnaire souhaitent mettre fin au changement d'heure et 59% souhaitent conserver l'heure d'été. Les résultats ont été transmis à la Commission européenne et l'arrêt du changement d'heure devrait s'opérer en 2021 après la consultation de chaque pays. Institué en 1976 pour faire des économies d'énergie, le changement d'heure fait l'objet de débats du fait de possibles conséquences néfastes sur le sommeil et l'absence de véritable économie énergétique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Suite à l'affaire de la Ligue du LOL, une enquête a été lancée sur Internet pour savoir si les faits reprochés aux journalistes précédemment incriminés étaient marginaux. Résultat, surprise, une majorité de femmes dénoncent le comportement de leurs collègues masculins dans les rédactions, viols, insultes à caractère sexuel et autres mises en cause de la qualité du travail. Dans un milieu journalistique très marqué par la bien-pensance, certains seront surpris de voir que les chevaliers du politiquement correct ont des comportements finalement bien éloignés de leur prise de position. L'essayiste Guillaume Fay, décédé des suites d'une longue maladie. Il était l'un des principaux théoriciens de la Nouvelle Droite et avait largement participé au GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Guillaume Fay avait accordé sa dernière interview à TV Liberté. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet. Voilà pour l'actualité en bref présentée par le formidable Olivier Frère-Jacques. Dans un instant, notre Zoom du jour, ancien haut fonctionnaire territorial, Serge Abad-Gaillardeau a quitté la franc-maçonnerie après 20 ans de loge. Il révèle au grand jour les véritables pratiques d'une organisation qui cultive le secret. Demeurera toujours un frère devant Dieu, d'abord parce que même s'il ne le reconnaît pas, nous avons le même père, et il m'appartient de lui dire honnêtement et sincèrement ce que je pense de la doctrine maçonnique, parce qu'il faut savoir qu'environ 90% des francs-maçons restent dans ce qu'on appelle les loges bleues, n'accèdent jamais dans les hauts grades. Or, dans les loges bleues, la doctrine maçonnique est beaucoup plus édulcorée, et ces gens-là n'ont pas véritablement accès à la réalité de la nature de la maçonnerie. Vous y avez eu accès, vous. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la découverte du grand remplacement par les médias, l'absence d'émoi face aux émeutes de Grenoble et la confrontation entre Nicolas Dupont-Aignan et Patrick Cohen. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le patron du café est un facétieux, un marrant, comme disent les gens de Campagnol. D'autres diraient qu'il est bon commerçant et qu'il fait des animations dans son bar. Pour ma part, je préfère dire qu'il se garde d'avoir des opinions pour ne pas perdre la clientèle qui ne serait pas d'accord, donc il n'a pas d'opinion officiellement, il préfère s'amuser. Vous allez voir comment il entretient l'animation sans avoir l'air d'y toucher. Il a utilisé un bocal à poisson rouge qui ne servait plus pour inviter les gens à y déposer leurs questions sur un petit papier au coin du bar, à côté de la machine à glace. Et quelles questions et à qui? C'est là toute la question, justement, mais des questions au président, puisqu'on le voit sans arrêt en train de rencontrer des maires de campagne et qu'au comptoir, depuis le début de son opération, la main propre, ou plutôt je m'en lave les mains, les gens te disent « mais pourquoi on ne lui pose pas telle question ?» Quel genre de question, vous allez me dire? Je vais vous en lire 2 ou 3. Et c'est en fait Gustave, toujours lui, qui a dit au patron du bar, quand il a eu l'idée, « si ton bocal à poisson rouge se remplit de questions qu'on ne peut pas poser au président, si tu veux, j'irai le porter à Paris, ou plutôt chez Sud Radio, à Toulouse, pour dépouiller le résultat, comme dans
mon émission italienne favorite, là, qui s'appelle Striscia la Notizia. Alors oui, je rappelle que Gustave est d'origine italienne et que parmi les raisons qu'il a d'admirer son délicieux pays, il dit que la démocratie télévisuelle est bien plus avancée que la nôtre en Italie, ce qui n'est pas difficile puisque la nôtre recule. Par exemple, donc, dans cette émission qu'il adore, nommée Striscia la Notizia, ils ont trouvé 2 animateurs humoristes pour aller livrer en direct chez le Premier ministre une énorme urne carrée pleine des doléances des gens de base. Donc ils entrent comme ça dans le bâtiment du ministère avec les caméras, ils versent directement les questions écrites sur la table, on n'empêche personne de filmer, parce que quand il s'agit de questionner le pouvoir, les Italiens, toujours dans cette même émission, eh bien, ils n'y vont pas par 4 chemins. Par exemple, l'animateur galope après un parlementaire dans les couloirs pour lui demander où il a mis l'argent, ici ce qu'on dit est vrai, qu'il entretient sa villa de Sardaigne avec de l'argent public, etc. Il y a encore mieux, nous dit Gustave, alors qu'en France, quand un animateur fait un esclandre en présence d'un ministre sur un plateau, ce qui n'arrive presque jamais, il n'est pas réinvité, il devient un pestiféré, on ne le voit plus. Eh bien en Italie, c'est le contraire, on le voit tout le temps et de plus en plus. Il y a comme ça un type nommé Vittorio Sgarbi en Italie, qui est tantôt de droite et tantôt de gauche, et qui invective tout le monde sur les plateaux de télé en disant aux anciens ministres qu'il tutoie « Tu es un voleur, tu es un menteur !» Alors ça met évidemment beaucoup d'ambiance, nous dit Gustave. D'ailleurs, tu peux aller voir toi-même sur YouTube, il a sa chaîne. Alors vous avez l'adresse sous l'écran, je vous les mettrai, mais à défaut, vous cherchez sur YouTube Vittorio, avec 2 T, Sgarbi, S-G-A-R-B-I. Vous regardez le sujet où il y a l'invective, par exemple, Di Maio, l'homme politique, et tout ça pour dire quoi? Pour en revenir à notre bocal à poisson rouge, plein de questions au président qui ne seront jamais posées dans les salles des fêtes et que Vittorio Sgarbi, lui, n'hésiterait pas à lui poser en direct. L'autre jour, j'ai demandé au patron du bar si on pouvait comme ça piocher parmi les questions anonymes de quoi se faire une idée dès maintenant. Il m'a dit, mais oui, si tu les remets dans le bocal, pas de problème. Au contraire, m'a-t-il dit, vas-y, ça m'amuse. Donc je prends 4 papiers comme ça. Et au moment de les lire, je demande, comme vous sans doute, pourquoi, lors de ces exercices de prétendue démocratie publique avec le président, qui fait son numéro dans le genre « même pas peur, réponse à tout », pourquoi, dis-je, il n'y a pas une heure réservée à ce qui sort d'un bocal quelconque à poisson rouge, d'une urne scellée sans filtre? On me dit qu'il y aurait des injures. On peut toujours appliquer un filtre à injures, comme nous l'avons d'ailleurs fait au bar de Campagnol, parce que la seule règle était de terminer par un point d'interrogation et de rester dans la correction, afin que la chose soit vraiment formulée comme une question polie. Donc de mémoire, je vous cite plusieurs que j'ai piochés et puis repliés pour les remettre dans le bocal. Il y avait « Monsieur le Président, que comptez-vous faire demain pour faire voler en éclats tous les privilèges scandaleux des employés de l'électricité ?» Monsieur le Président, que comptez-vous faire demain pour faire cesser complètement le démarchage téléphonique qui empoisonne la vie des vieux, même quand ils s'inscrivent chez Blocktel? Monsieur le Président, qu'attendez-vous pour faire détruire toutes les officines qui se glissent entre le consommateur et les pages jaunes sur Internet ou qui vous proposent de payer pour un service normalement gratuit? Monsieur le Président, quand vous déciderez-vous à exonérer de pratiquement toute obligation de contrôle en dehors de la direction et des freins les voitures qui vont au marché à 20 km ou qui servent à aller à la chasse ou à transporter du bois? Monsieur le Président, comment vous expliquez que les gens prennent 1 an de prison et sont incarcérés pour avoir tapé un flic dans la rue, mais que Benalla, qui n'était pas flic et qui a tapé des civils dans la rue, a bénéficié d'une clémence inhabituelle? Monsieur le Président, quand le parquet décide de ne pas enquêter sur le coffre de Benalla, est-ce que vous pouvez nous jurer solennellement que vous n'y êtes pour rien? Et là, à cette question, l'un des présents a dit « ça ne mènera à rien, il va faire comme Cahuzac, il va te dire droit dans les yeux, mais je vous jure que j'y suis pour rien ». Et Gustave a conclu, déjà, si ça fait comme Cahuzac, comme tu dis, on n'aurait rien contre, parce que le Cahuzac, on n'entend plus beaucoup, tandis que l'autre, on n'entend que lui. Il n'a pas forcément tort. Abonnez-vous, merci. Nous évoquions ici, il n'y a pas si longtemps, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme d'autoriser l'application désormais possible d'un droit communautaire, donc, dans les faits, de la charia en Europe. Cette décision permet, en effet, je cite, de créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers.
Tout cela dans un silence général consternant. Le Conseil de l'Europe, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Au fait, c'est quoi le Conseil de l'Europe? Le Conseil de l'Europe est une instance mal connue qui existe depuis 1949 et qui rassemble 47 pays. Une institution beaucoup plus large que l'Europe des 27. Surtout, ce Conseil privilégie la coopération entre les gouvernements, ce qui n'est pas toujours la tasse de thé du monstre bruxellois. Le Conseil de l'Europe, donc, vient de voter la résolution 2253 qui stipule que la pratique de sa religion, en l'occurrence l'islam, ne doit pas se faire au mépris des libertés collectives garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. Cela témoigne de la part du Conseil d'une véritable prise de conscience sur les dangers de la loi islamique comme ordre juridico-religieux concurrent de notre modernité occidentale, en Europe, mais aussi dans le monde. Le Conseil tire la sonnette d'alarme. La charia est déjà officiellement et officieusement appliquée aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe, comme la Grèce ou le Royaume-Uni, par exemple. Et la tendance n'est pas prête de s'enrayer. À la clé, des tribunaux islamiques, des droits des femmes et des enfants bafoués, et tant de choses encore, j'en passe. Très curieusement, les délégués turcs au Conseil de l'Europe ont refusé de voter la résolution. On se demande vraiment pourquoi. Le Conseil de l'Europe fut créé pour lutter contre la menace communiste. Aujourd'hui, le danger vient de l'islam politique. On ne peut que remercier le Conseil de poursuivre sa mission au service de la liberté de l'Occident. Seul petit problème, qui entendra le Conseil de l'Europe? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.